Voilà, c'est bon. Bonjour. Donc, je ne vais pas redire le titre puisque vous venez de le dire. Nous nous intéressons au discours des enseignants au cours des interactions didactiques et à leur impact potentiel sur les obstacles que rencontrent spontanément les élèves dans leurs apprentissages, ainsi qu'aux obstacles que ces discours peuvent susciter chez les élèves dans les 2 premières années de l'école élémentaire, dans 2 disciplines différentes, français et sciences. Nous étudions les gestes professionnels langagés didactiques tels que décrits par Lost en 2017, qui ont une fonction médiatrice ayant pour visée de faire apprendre les élèves et donc d'orienter l'activité des élèves vers le traitement du problème mis en scène dans la situation didactique construite. Nous référons aux travaux de Jobert et Rebière de 2019 qui proposent d'utiliser la notion de scénario empruntée à Brunner pour mettre en évidence dans une activité de lecture littéraire ce qui, dans la pratique langagière de l'enseignant au cours des situations d'enseignement, permet aux élèves de comprendre et d'adopter la position énonciative adaptée à l'activité et au type de savoir visé et nécessaire à l'apprentissage. Nous en retenons l'idée que ces scénarios récurrents organiseraient les gestes professionnels langagés didactiques mis en œuvre par les enseignants pour orienter ou piloter l'activité des élèves au regard d'un problème inhérent à l'apprentissage visé. Il permettrait ainsi d'amorcer une réorientation du positionnement énonciatif des élèves vers un positionnement énonciatif plus pertinent au regard d'une communauté discursive disciplinaire scolaire visée, telle que décrite par Jobert et Rebière en 2012, participant à la construction des savoirs propres à chaque discipline. Pour ce faire, nous comparons dans une recherche longitudinale, en français et en sciences, les scénarios langagés didactiques observés dans les pratiques de 2 enseignants expérimentés, travaillant avec les mêmes élèves pendant 2 années consécutives. L'un nommé M2 en copréparatoire, donc avec les élèves de 6 ans, et l'autre nommé M3 qui est en cours élémentaire, première année, avec les mêmes élèves qui ont 7 ans. Pour cette communication, nous avons sélectionné en sciences une séance d'observation des vers à soie en CP et une séance sur le phénomène d'évaporation en CE1. Pour la lecture littéraire, nous avons choisi des activités d'anticipation de la suite d'une histoire à partir de l'album Quel radis dis donc de Praline Guépara en cours préparatoire et à partir de l'album Le loup sentimental de Geoffroy de Pénard en cours élémentaire première année. Dans cette communication, donc nous cherchons, dans un premier temps, à mettre en évidence et à comparer l'organisation des situations didactiques des activités que nous avons observées en cours préparatoire et en cours élémentaire première année. Nous catégoriserons dans un second temps les usages langagiers mobilisés par ces enseignants expérimentés aux différents moments repérés dans ces situations et relevant de leurs gestes professionnels langagés didactiques spécifiques. Puis nous observerons les caractéristiques de l'articulation entre enseignement et apprentissage, et plus particulièrement la manière dont chacun introduit les savoirs en jeu, et nous chercherons à les identifier à travers les récurrences d'éventuels scénarios. Nous analyserons alors les similitudes et les différences de leurs gestes professionnels langagés respectifs et la manière dont ils réorientent l'activité langagière des élèves pour les faire entrer dans une communauté discursive disciplinaire scolaire, générant ainsi des postures plus ou moins différenciatrices dans la construction des savoirs disciplinaires. Nous faisons l'hypothèse que les différences relevées pourraient expliquer la construction de postures différenciées chez les élèves, plus ou moins adaptées à la construction de savoirs disciplinaires et donc potentiellement source d'obstacles aux apprentissages. Nous commençons par nous intéresser à l'organisation et à l'enchaînement des différentes étapes de séances de sciences et de lecture littéraire qui relèvent des pratiques ordinaires de 2 enseignants qui suivent un même groupe d'élèves, donc M2 en CP et M3 en CE1. La figure 1 qui est affichée, qui compare les modèles d'organisation proposés par les 2 enseignants en sciences, montre que malgré quelques différences relevées dans le déroulement des séances, M2, qui correspond au déroulement de gauche, et M3 à celui de droite, semblent avoir intériorisé la méthode inductive oérique, observation, hypothèse, expérience, résultat, conclusion, qui consiste à observer des cas singuliers pour en tirer par induction les lois qui les régissent, et impliquant une répétition d'observation ou d'expérience, sous-entendant que le réel serait source de savoir.
Le déroulement des activités proposées par chacun des enseignants dans les activités de type lecture littéraire montre une stratégie commune dans la manière d'aborder l'étude d'un ouvrage de littérature, qui consiste à avancer page après page, du début à la fin de l'ouvrage, en alternant des phases de découverte de l'illustration et d'anticipation du texte, même si nous constatons une focalisation plus importante sur le travail d'interprétation en lien avec la compréhension chez M2, donc dans le schéma de gauche, qui procède régulièrement à des va-et-vient entre lecture d'images, questionnement et anticipation du récit. Il résulte de ces deux figures que nous venons de voir que l'organisation globale des situations proposées par ces deux enseignants, examinées sous l'angle du déploiement des actions, est très proche. Aussi, notre étude, inscrite dans le cadre vygotskien, nous conduit à faire le postulat que l'activité langagière concomitante à chaque situation est partie prenante dans la réalisation de l'enseignement et qu'il convient dès lors d'examiner de plus près les interactions enseignant-élève mises en œuvre plus particulièrement au moment différencié dans les différents modèles types que nous avons schématisés dans les figures 1 et 2 précédentes. Le déroulement des activités. Attendez, je suis perdue, je suis sur quel diapo? Je ne vois pas le numéro de ma diapo. Alors, nous comparons maintenant les usages du langage dans les discours des enseignants en sciences. Nous voyons dans ce tableau que le questionnement représente une part essentielle dans les interventions des deux enseignants. 40% du discours de l'enseignant M2 et 52% du discours de l'enseignant M3, donc qui sont les colonnes que j'ai mises en rose. Nous remarquons des questionnements de M2 fréquents et réguliers qui représentent 59,2% des questions, qui concernent la sollicitation et l'explication et la justification des propos des élèves en relation avec leur construction du savoir ciblé, alors que les sollicitations à visée explicative sont plus rares chez M3 et représentent seulement 15,4% des questions, et qu'elles concernent davantage la discussion sur le procédé expérimental que sur le savoir en jeu. Notons encore dans le discours de M3 une domination de la fonction référentielle du langage, qui représente 34,6% des questions, et qui vise plus à décrire le monde qu'à le questionner, avec une préoccupation particulière accordée à la formulation d'un vocabulaire précis, à l'origine d'une proportion importante du questionnement produit lors de la séance, alors que M2 introduit le vocabulaire scientifique dans le contexte du discours seulement si l'utilisation du terme scientifique se justifie, mais elle n'en fait pas un objet de focalisation spécifique dans la construction du savoir. L'enseignante M2 verbalise des points d'étape et pratique régulièrement des reformulations, qui représentent dans le tableau 19,4% de ses interventions, pour s'assurer d'une compréhension partagée tout au long de la séance. Les reformulations sont 2 fois moins fréquentes pour M3, elles représentent seulement 9% de ses interventions, et ne visent pas tant à négocier du sens ou à partager l'avancée du travail qu'à faire mémoriser un phénomène déjà expliqué. Outre ces multiples reformulations, M2 renforce la compréhension de la continuité du raisonnement par l'utilisation de connecteurs qui soulignent les étapes du cheminement logique afin qu'ils puissent être perçus par les élèves et pour relancer le processus de réflexion. En revanche, les connecteurs sont plus rares dans le discours de M3 et ne visent pas à relancer la réflexion, contrairement à ce que certains élèves peuvent interpréter. Si nous comparons maintenant les usages du langage dans les discours d'enseignement en lecture littéraire, nous remarquons que la pratique du questionnement, qui est une caractéristique spécifique de l'enseignement de la compréhension en lecture, est quantitativement plus importante chez M3 que chez M2. En effet, elle concerne 60 des 163 interventions de l'enseignant, soit 36,8% de ses interventions, et 17 des 80 interventions de l'enseignante M2, ce qui est à peu près 22,5%. Nous nous intéressons donc à la nature de ces questions. Comme lors des activités scientifiques, la majorité des questions de M3 lors de l'activité, c'est-à-dire 60% de l'ensemble des questions qu'il pose, sollicitent la fonction référentielle du langage. Ces questions visent à faire état de la situation visible dans les images, du style « qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait ?»
en demandant qui parle ou en faisant rapporter les discours des personnages, qu'est-ce qu'il dit ou comment c'est dit dans le texte, ou en sollicitant l'explication du vocabulaire du texte. Ce type de questionnement n'est pas significatif chez M2 car nous n'en relevons qu'une seule occurrence. Comme dans les activités scientifiques, les questions à visée explicative sont proportionnellement plus importantes chez M2 en représentant près de 45% de l'ensemble du questionnement, alors qu'elles représentent seulement 13% de l'ensemble du questionnement chez M3. Dans la pratique de M3, le questionnement visant à faire anticiper le contenu exact du texte est important et se situe exclusivement sur l'anticipation du dialogue caractéristique du texte, alors que dans la pratique de M2, le travail d'anticipation concerne plus l'ensemble du texte que la partie immédiatement à venir. Nous trouvons aussi dans la pratique de M2 des questions très ouvertes, dont la seule intention semble être d'élargir le propos et de solliciter la parole des élèves pour enrichir les propositions d'interprétation possibles. Alors que nous remarquons dans la pratique de M3 13% des questions qui sont courtes et fermées et appellent des réponses en oui ou non, peu susceptibles d'engager un travail d'élaboration. Par ailleurs, aucune demande consécutive d'explicitation ne suggère une réouverture de l'activité discursive suite à ces questions fermées à l'origine. L'activité de reformulation est un peu plus importante dans la pratique de M2, même si sur le plan quantitatif, la différence observée pourrait ne pas sembler significative. Mais si on compare les types de reformulation opérés par chacun des enseignants, on constate que celle de M2 porte davantage sur la construction du sens global du récit, alors que celle de M3 semble davantage se focaliser sur la compréhension de mots ou de phrases et sont donc plus centrées sur des éléments de compréhension spécifiques que sur la compréhension globale. Ces pratiques divergentes mettent en lumière des représentations différentes de ces deux enseignants sur ce que signifie comprendre un récit. Nous notons que pour chacun des enseignants, la nécessité d'employer des connecteurs pour faire comprendre les enchaînements logiques lors d'une activité de lecture littéraire semble relever de l'évidence. Mais si l'utilisation de ces connecteurs semble quantitativement relativement proportionnelle à la longueur de leur séance, nous percevons malgré tout des utilisations différenciées. En effet, dans le discours de M2, quasiment tous les emplois de ces connecteurs renvoient à une compréhension de l'ensemble du récit, alors que dans le discours de M3, l'ensemble de ces emplois renvoie à la compréhension spécifique de l'épisode concerné. Les éléments de langage spécifiques à chacun des deux enseignants que nous venons de détailler dans les deux disciplines nous permettent de synthétiser des scénarios d'enseignement qui leur sont propres. En sciences, les enchaînements de focalisation pendant la séance révèlent une manière différente de progresser dans l'avancée du processus d'enseignement chez les deux enseignants. Chez M2, les éléments de focalisation sont non seulement le plus souvent issus du discours des élèves, renforçant leur implication, mais l'enseignante s'attache à verbaliser des points d'étape et à expliciter les liens par la pratique de reformulation régulière qu'elle produit ou qu'elle fait produire aux élèves pour les maintenir centrés sur l'objectif visé, s'assurant ainsi de la régularité et du partage de leur compréhension tout au long du processus. Dans le discours de M3, les objets de focalisation moins liés sont proposés par l'enseignant, indépendamment du discours des élèves. Nous avons ainsi identifié deux démarches différenciées dans le discours des enseignants en sciences. Celle de M2, très en prise avec les interactions des élèves, jalonnée de points de repère qui s'enchaînent et qui s'appuient sur des raisonnements que l'enseignante s'efforce de rendre visibles et compréhensibles par des reformulations filées et systématiques tout au long du processus et accompagnée de connexions clairement verbalisées. Celle de M3, basée sur un savoir préexistant aux pratiques scolaires qui fait l'objet de constats, d'explications cadrées par l'enseignant et peu négociables, puis d'expérimentations visant à confirmer le savoir transmis. En lecture littéraire, nous avons observé des discours apparemment plus ressemblants dans la forme, mais qui se différencient au niveau des priorités ciblées par chacun. Ainsi, M3 semble se focaliser sur une compréhension littérale en attachant une importance à tous les mots du texte et à leur organisation pour assurer la compréhension spécifique de chaque élément composant chaque épisode du texte,
alors que M2 se focalise davantage sur la compréhension de la logique du déroulement de l'ensemble du texte. Dès lors, nous voulons identifier les traces langagières de l'activité des élèves dans le processus d'appropriation ou de réception du discours de l'enseignant visant l'élaboration du savoir, afin de mesurer l'efficacité de ces démarches d'enseignement sur l'apprentissage des élèves. Nous relevons, dans le discours de M2 en sciences, des manières récurrentes d'articuler, d'orienter et de tisser les éléments constitutifs du savoir en interaction avec les élèves que nous retrouvons dans leurs propos, ce qui pourrait signaler qu'ils les approprient peu à peu. Nous voyons des traces d'appropriation de scénarios, par exemple, lorsque ELA02 reproduit le modèle de l'enseignante MET01, ou lorsque MET32 pointe le problème des pattes et que Louis 40 et Gasp 42 s'approprient un raisonnement déductif qui les conduit de l'exemple des vers à soie à une généralisation concernant une catégorie appelée insectes, ou lorsque élève 154 essaye de déduire un résultat logique de son cheminement, ou encore lorsque Gasp 237, Marthe 238 et Lucie 252 reprennent des éléments significatifs des raisonnements antérieurs pour tenter de verbaliser un savoir cohérent concernant les insectes. Dans l'enseignement proposé par M3, les pratiques de pointage et de tissage sont plus rares et rendent difficilement visible un raisonnement logique et récurrent auquel les élèves pourraient se rattacher pour élaborer leur propre raisonnement. Toutefois, nous voyons émerger à plusieurs reprises des tentatives d'explication dans les propos des élèves. Ainsi, dans l'exemple présenté, si la question ouverte de MET 86 vise bien l'élaboration d'un raisonnement dans lequel des élèves s'inscrivent en proposant des explications, le processus explicatif purement rhétorique se trouve interrompu par MET 100 et semble rendre la construction du savoir difficile. Dans les deux classes observées, les conduites explicatives nécessaires à la construction de savoirs scientifiques sont donc présentes, mais le rôle de l'enseignant y est différent. L'enseignante M2 les sollicite et les exploite de manière récurrente pour construire pas à pas le savoir visé, alors que dans la classe de M3, elles apparaissent spontanément chez les élèves. L'enseignant les accueille volontiers, mais les utilise peu pour construire le savoir qu'il choisit de faire constater par l'expérimentation. Nous nous intéressons maintenant à l'impact des discours d'enseignement sur la construction du savoir chez les élèves en relevant des traces de construction des savoirs dans le discours des élèves. Dans la classe de M2, lors de l'activité de lecture littéraire, nous repérons aussi à plusieurs reprises des manières dont plusieurs élèves manifestent leur compréhension de la structure du récit par l'anticipation orale qu'ils en font, soutenue par l'enseignante MET 59, qui souligne cette structure répétitive afin que les élèves puissent s'en emparer. Et ils y parviennent ainsi en établissant oralement et par anticipation une co-construction du récit, montrant qu'ils ont intégré cette structure et qu'ils se la sont appropriée. Lorsque l'occasion se présente, comme nous le voyons dans le tableau 2, M2 invoque le concept d'auteur, valorisant le fait que là a compris que l'intention de l'auteur, par ce fonctionnement répétitif, est de créer un horizon d'attente chez le lecteur dans un esprit particulier qu'il s'agit de repérer. Par ailleurs, dans le tableau 3, en mobilisant les éléments d'une culture littéraire commune au groupe et en faisant référence à un ouvrage déjà étudié en classe, M2 amène les élèves à anticiper une suite possible du récit. Élève 23 utilise cette allusion pour faire une proposition que l'enseignante valide comme une hypothèse plausible pour la suite du récit. Nous voyons aussi dans le tableau 4 comment M2 accueille et fait développer l'hypothèse de Louis pour essayer de la rendre plausible et de développer ainsi l'imaginaire des élèves pour les inscrire dans le monde de la littérature. Dans la classe de M3, nous relevons dans les propos d'élèves quelques traces spontanées de prise en compte des savoirs propres à l'activité littéraire. Ainsi, dans le tableau 5, nous voyons comment Sacha, Maë, Josh et Marthe montrent spontanément leur compréhension de la manière dont le récit est structuré, en anticipant la réaction du personnage par rapport à ses réactions antérieures, indépendamment de l'action enseignante, qui cherche plutôt à attirer l'attention des élèves sur les guillemets et à la formulation exacte des propos des personnages.
Nous voyons aussi dans le tableau 6 comment Gasp tente de faire des inférences en essayant de relier le caractère sentimental connu du personnage principal à ses intentions et pour expliquer ses actions passées et anticiper les prochaines. Cet échange montre qu'il y a un malentendu entre cet élève qui mobilise la théorie de l'esprit en cherchant à se mettre à la place du loup pour comprendre sa façon d'agir, alors que l'enseignant se focalise plutôt sur la reprise des mots à l'identique, c'est-à-dire ceux indiqués entre les guillemets. De la même façon, dans le tableau 7, Henri évoque la ruse déployée par les personnages petits cochons pour éviter de se faire manger par le loup, soulignant les intentions implicites des personnages et manifestant ainsi sa compréhension du fait que chaque personnage que rencontre le loup a recours à une ruse, alors que l'enseignant, lui, se focalise sur la compréhension littérale et ne fait jamais état de cette caractéristique du conte. Nous avons vu que le discours des deux enseignants lors des activités de lecture littéraire montre des différences de type d'intervention et de sollicitation des interactions qui semblent très liées à leurs objectifs d'apprentissage et à leurs priorités en termes de savoir littéraire scolaire. Ces derniers exemples de propos d'élèves montrent que les conséquences de ces démarches sont différentes. En effet, on constate dans la classe de M2 une appropriation de conduite langagière inscrite dans le style et dans la logique de l'ouvrage, avec une appréhension des intentions de l'auteur, une utilisation de la mémoire littéraire de la classe, ainsi qu'un lâcher-prise vers des interprétations très ouvertes qui montrent un début d'imprégnation du monde de la littérature. Dans la classe de M3, les tentatives spontanées des élèves révélant qu'ils commencent à comprendre les spécificités de la lecture littéraire en s'intéressant notamment aux intentions des personnages et à la logique du fonctionnement du récit, sont avortées. En conclusion, donc, notre recherche doctorale en cours montre des différences dans la mise en œuvre de séances visant la construction de savoirs scientifiques et littéraires au cours de 2 années consécutives au début de l'école élémentaire par 2 enseignants et dans ce qu'elles produisent chez les élèves. Les scénarios différents que nous avons mis en évidence dans ce tableau attirent notre attention sur le fait que si les ingénieries et les genres professionnels ont leur importance, lorsque l'ingénierie didactique est équivalente, comme nous l'avons vu pour l'enseignement des sciences, ce sont les représentations qu'ont les enseignants des savoirs scolaires qui ont des effets sur leur pratique et qui fait qu'elles divergent. M3 privilégie un apprentissage du simple vers le complexe en déroulant un scénario répétitif dont les étapes sont ordonnées et étroitement contrôlées par un questionnement plutôt fermé pour transmettre un savoir préexistant en laissant peu de place à son élaboration par les élèves. M2 envisage dès le départ le savoir visé dans sa globalité, laissant les élèves s'exprimer, leur faisant développer leurs propos en cultivant leurs divergences et tissant régulièrement ces propos entre eux pour construire une cohérence et aboutir à un savoir négocié dans chacune des disciplines, en cohérence avec le savoir visé ou avec les pratiques de savoir en lien avec le savoir visé. Nous en concluons que selon que l'enseignant considère que le savoir est une construction humaine qui doit faire l'objet d'une reconstruction raisonnée par les élèves avec l'aide de l'enseignant, ou qu'il considère que le savoir existe en soi, préexiste à l'activité humaine et qu'il s'agit de le mettre en évidence par la situation qu'il propose, les modalités d'intervention langagière diffèrent. Ainsi, les gestes professionnels langagés didactiques ciblés sur la mise en œuvre de scénarios, tels que ceux mis en œuvre par M2, seraient plus propices à construire des savoirs et des démarches qui lui sont associés et qui sont spécifiques à chacune des disciplines, alors que les scénarios développés par M3 pourraient davantage conforter les élèves dans une représentation des savoirs qui se transmettent plutôt qu'ils ne se co-construisent au cours des échanges, risquant ainsi de faire obstacle aux apprentissages. Nous pensons donc qu'un enseignement basé sur la mise en place de scénarios récurrents en lien avec les pratiques sociales de référence et facilitant l'articulation entre les concepts spontanés et les concepts scientifiques spécifiques à chacune des disciplines pourrait aider les élèves à construire une posture adaptée aux apprentissages spécifiquement disciplinaires.
Mais une discontinuité de ce type d'enseignement au cours des premières années de l'école élémentaire, telle que celle que nous avons décrite en sciences, comme en lecture littéraire, entre le cours préparatoire et le cours élémentaire première année, nous invite à nous questionner sur la fragilité de cette intégration des élèves dans une communauté discursive disciplinaire scolaire qui pourrait avoir des conséquences sur la stabilisation de postures adaptées aux apprentissages disciplinaires et créer des obstacles aux apprentissages des élèves. Par ailleurs, les résultats de cette étude nous invitent à nous questionner sur l'ingénierie de formation proposée aux enseignants. Nous pensons qu'il est fondamental de s'intéresser davantage aux échanges constitutifs de scénarios en situation d'enseignement et à leurs spécificités disciplinaires, plutôt que de se limiter à l'anticipation d'un canevas d'organisation de séances qui ne semble pas suffire à réaliser des dispositifs d'enseignement-apprentissage efficaces. Je vous remercie.